Bien, avant que de donner la présidence au secrétaire général, je voudrais très sincèrement remercier les intervenants suivants qui sont des patients, donc pas forcément des médecins ou des chirurgiens, mesdames Catherine Cerizet, Catherine Després et Éric Sala qui vont vous présenter 3 communications. Je vais donc appeler madame déjà Catherine Cerizet de Neuilly qui va nous présenter la décision partagée dans le cadre de la reconstruction après une mastectomie. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'un chirurgien? Alors, chère madame, vous êtes à l'Académie nationale de chirurgie. Comme vous pouvez le voir, il y a malheureusement une majorité d'hommes, mais détendez-vous. Vous avez une parole libre, éclairée. On souhaite qu'elle soit loyale et intelligente, mais nous n'en doutons pas. En tous les cas, moi, en tant que vice-président de l'Académie nationale de chirurgie, je vous rends hommage et je souhaite une nouvelle fois la bienvenue à tous les patients ou patients experts qui vont nous présenter ces 3 communications. Donc, vous êtes dans un espace de liberté, vous pouvez nous dire, madame, ce que vous voulez. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, messieurs les présidents et messieurs et mesdames, il y a peu de dames d'ailleurs, hein, je trouve. Bon, enfin bref, je dis ça, je dis rien. Il y en a plusieurs, madame, chère madame. Plusieurs membres titulaires de l'Académie nationale. Aujourd'hui, il y en a une, c'est Arlette, mais il y en a plusieurs. C'est très bien, c'est très bien. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de nous voir en dehors du colloque singulier, mais je suis ravie d'être à la tribune. On voit de plus en plus de patients à la tribune et c'est très bien. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Catherine Cerizet. Je suis une ancienne patiente. Je tiens énormément au terme d'ancienne. J'ai été malade il y a 18 ans. On m'a diagnostiqué d'un cancer du sein. J'ai rechuté, donc c'était en 2000. J'avais 37 ans, donc vous connaissez mon âge maintenant. Petit calcul rapide. J'avais 2 enfants petits et en 2002 j'ai rechuté et puis en 2009 j'ai ouvert un blog d'information sur le cancer du sein parce que c'était les premiers blogs et ce blog a très bien marché contre toute attente. J'ai eu plus de aujourd'hui 2 200 000 vues, ce qui correspond à 1 600 000 visiteurs uniques sur ce blog, sachant que 52 000 femmes sont touchées par an, parce que c'était un besoin, parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et puis de fil en aiguille, les choses se sont emballées, les journalistes trouvaient que les blogs avaient une parole un petit peu politiquement incorrecte et étaient intéressantes. Et puis les colloques ont commencé à être patients included, donc les patients étaient plus absents. On parlait plus du patient à la 3e personne. Mon patient pense, mon patient dit, mon patient croit, mais on attendait les patients. Et puis de fil en aiguille, je suis rentrée dans le milieu associatif parce que nous sommes dans un milieu très franco-français et les institutions demandent à ce qu'on soit dans les associations pour nous parler. Je suis rentrée dans plusieurs institutions, la Haute Autorité de Santé, le ministère de la Santé, des Solidarités et de la Santé maintenant. Et puis, depuis 2016, je donne des cours aux médecins, lapsus révélateur, aux médecins généralistes à la faculté de Paris 13, de Bobigny, des médecins généralistes. Donc, changement de paradigme, les patients deviennent professeurs et donnent des cours avec la perspective patient à des médecins qui vont enseigner. Donc, ce sont des jeunes internes et c'est extrêmement intéressant et ça commence à se multiplier en France et pas seulement en France, au niveau mondial, et je pense que c'est très intéressant. Voilà cette présentation courte faite. Je suis très attachée à la décision partagée. Vous connaissez sans doute le terme de décision médicale partagée, auquel j'ai volontairement enlevé le terme de médical, parce que ce n'est pas une décision entre médecin ou soignant, c'est une décision entre le patient et son médecin. Pourquoi j'ai enlevé le mot médical? Parce qu'un jour je suis allée au comité d'éthique de l'Institut Gustave Roussy dans le cadre de mes activités associatives et le thème était la décision médicale partagée. Et il y avait des soignants, il y avait des psychologues, il y avait des médecins, etc. Et la première chose qu'ils ont dite,
l'infirmière a dit « Oui, mais moi je suis pas d'accord parce que vous, médecins, vous partagez pas la décision avec moi. » Et j'ai assisté à un truc complètement ubuesque de soignants qui pensaient que la décision médicale partagée était une décision entre soignants. Donc je savais pas ce que je faisais là. Et donc j'enlève le mot décision médicale partagée, d'autant qu'en anglais c'est un process qui s'appelle Shared Decision Making, dans lequel il n'y a absolument pas le mot médical. Et en France, on a l'habitude de très très mal traduire les mots anglais. Donc pourquoi parler de décision partagée dans le cadre d'une reconstruction mammaire? Donc moi, pour vous donner un exemple, j'ai eu 10 interventions pour ma reconstruction mammaire. J'en suis à la 10e, la dernière étant le 5 novembre 2018, donc vous voyez, je suis extrêmement touchée par le sujet, sachant que je ne vais absolument pas vous parler de mon cas personnel, qui est un cas complètement anecdotique, et je me refuse d'être dans le témoignage pour faire pleurer les médecins dans les chaumières ou le grand public. Il y a énormément de femmes qui subissent des choses bien plus graves que moi, et je suis leur représentante ici. La reconstruction, c'est un choix simple pour le chirurgien. Pourquoi? Parce que vous avez la technicité, et pour vous, c'est un geste relativement simple par rapport à ce dont on a parlé ce matin, des gestes plus compliqués avec robots, etc. Quoique maintenant, la reconstruction mammaire se fait aussi par robotique. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est majeur. C'est quelque chose qui est majeur. On vous a enlevé un sein, une partie de votre féminité. On vous parle de la reconstruction tout le temps. Et puis arrive le moment où vous passez sur le billard. Les proches, pour eux aussi, c'est simple. Alors là, c'est plutôt humoristique, mais c'est vrai que le mari attend qu'on augmente tant qu'à faire la taille des seins. Mais pour la patiente, une mastectomie, ça veut dire enlever les seins. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, les femmes ici probablement, ce que ça peut représenter de se retrouver asymétrique ou sans sein, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais pour les femmes, c'est la panique. C'est la panique quand on vous enlève un sein. C'est la panique parce que vous perdez votre féminité. C'est la panique parce que c'est un objet qui a trait à la sexualité. Et on ne parle jamais de la possibilité de ne pas se faire reconstruire. Or, d'après un sondage qui remonte un peu à 2011 de l'Institut Curie, mais les chiffres sont toujours les mêmes, 70% des femmes ne se font pas reconstruire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. 2 femmes sur 3 refusent la reconstruction. Alors, l'Institut Curie a interrogé évidemment ces femmes. 56%, plus d'une sur deux refusent une nouvelle chirurgie. Quand vous avez subi plusieurs chirurgies, vous n'avez pas envie d'en subir une autre, sachant que la reconstruction est quand même le long parcours du combattant. 38%, ce qui est à mon avis relativement peu, assument leur nouveau corps. C'est pas facile, hein, notamment dans le cadre de la symétrie, mais seulement 18% se sentent acceptés par leur compagnon. Et je ne vous explique pas du futur compagnon. Quand vous n'avez pas de compagnon et que vous allez rencontrer un futur amoureux, vous le dites à quel moment? Bonjour, Georges, écoute, j'ai oublié de te dire, j'ai eu un cancer et je suis asymétrique. Ou, au moment crucial d'enlever son soutien-gorge, j'ai complètement oublié de te dire quelque chose, mais bien sûr, je n'ai qu'un sein. 29% ont peur des complications. On sait tous que dans les chirurgies, il y a des complications. Et 20% ont peur que la reconstruction puisse cacher une éventuelle rechute, alors que ce n'est pas le cas. 25%, 1 sur 4 pensent être trop âgée. À quel moment on est trop âgée pour être reconstruite? À 50 ans, 60 ans, 75 ans? On sait que dans les EHPAD, il y a de la sexualité. Pourquoi ne pas reconstruire des femmes âgées? 14% parce que c'est trop cher. Alors là, je reviendrai là-dessus, parce que ça a beaucoup changé depuis 2011, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et 9% à cause de la douleur, évidemment, inhérente à une chirurgie. Mais dans une chirurgie, il n'y a pas que la chirurgie qui compte. Il y a les préférences et habitudes de vie. On peut proposer une reconstruction immédiate. Pas dans tous les cas,
si on a une radiothérapie, c'est pas conseillé, mais on peut proposer une reconstruction immédiate. Il y a des femmes qui préféreront ne plus avoir de sein et se réveiller avec un nouveau sein. Certains hôpitaux pensent, notamment les oncopsychologues, pensent qu'il faut faire le deuil de son sein pour pouvoir accepter un nouveau sein. Donc je pense que c'est quelque chose dont il faut discuter avec la patiente et notamment s'aider des psychologues qui sont dans les centres anticancéreux. Il y a la prothèse versus une reconstruction autologue. Il y a énormément de différences entre se faire opérer par prothèse. Moi j'ai une prothèse. Les scandales des prothèses sont quand même récents. Bim, je suis en plein dedans, évidemment. Évidemment. Ce risque-là, on ne me l'avait pas dit en 2012, alors qu'il y a un risque forcément avec un corps étranger dans un corps humain. Je dois repasser sur le billard tous les 10-15 ans. Ce qui n'est pas le cas pour une chirurgie otologue. En revanche, à contrario, une chirurgie otologue, c'est une chirurgie beaucoup plus lourde. Un grand dorsal, si je suis une grande nageuse, ça m'empêche de faire du décolleté, etc., etc. Un DIEP, c'est une chirurgie extrêmement lourde. Le lipofilling, est-ce que je suis éligible au lipofilling? Est-ce que je vais pouvoir avoir un ventre plat et des jambes fines? Il faut greffer une aréole. Est-ce qu'on la greffe? Est-ce qu'on m'enlève l'autre moitié du téton au risque de ne plus avoir de sensibilité? Ou est-ce qu'on prend dans le creux, je ne sais plus comment vous l'appelez, un lambeau pour me faire une aréole? Est-ce que je peux bénéficier d'un tatouage? Et puis une hospitalisation versus une chirurgie ambulatoire, parce que je peux avoir des enfants petits, ne pas avoir la possibilité de rentrer chez moi. Quand on a une chirurgie ambulatoire et qu'on a une mastectomie, les associations qui passent et qui visitent les femmes qui viennent d'être opérées, elles n'ont plus le temps de passer. Donc c'est compliqué tout ça. Et ça dépend des préférences et des habitudes de vie de la patiente. Donc le choix ne peut pas être le choix seul du chirurgien. Alors la décision médicale ou pas partagée est un processus extrêmement méconnu et pourtant qui est un processus extrêmement cadré. Ça, c'est un slide que j'ai repris et un peu arrangé en mettant des femmes volontairement, notamment une femme avec une alopécie, par la HAS. Je vous engage, si vous ne l'avez pas déjà fait, et je suppose que vous l'avez tous déjà fait, d'être allé sur le site de la Haute Autorité de Santé qui a fait un dossier remarquable sur la décision médicale partagée. Donc on voit bien que la femme, elle a sa propre expérience, ses préférences, on les a vues. Internet, on en a parlé tout à l'heure, Internet. Je voudrais d'ailleurs revenir sur les 16% de Français qui discutent avec leur père sur Internet. Ces 16% de Français, quand on interroge les malades chroniques, c'est évidemment bien plus supérieur. C'est plutôt de l'ordre de 70% qui vont sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur 16% avec plein de personnes qui ne sont pas patients et qui ne sont pas malades, notamment les jeunes. Et puis les pères, moi je peux vous dire que je me suis retrouvée dans les toilettes d'un café avec des femmes et on se montrait toute notre reconstruction. Ah bah toi t'as eu un DIEP, ah bah c'est vachement bien, et toi t'as eu un lipofilling, ah bah dis-moi, etc., etc. Donc les pères sont extrêmement importants dans la connaissance des résultats. Il y a l'expérience professionnelle, parce qu'on parle souvent de l'expérience des patients, mais vous aussi, vous avez une expérience qui est extrêmement importante et qui agrège les données de la science. Évidemment, tout le monde n'est pas éligible à un DIEP ou un lipofilling. Si je suis filiforme, on ne peut pas m'enlever de la graisse. Et puis, il y a l'information dont on reviendra tout à l'heure. On va donner cette information, on va croiser les expériences, les préférences, les valeurs, on va délibérer. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en capacité d'accepter en fonction de ce que je suis capable de vous proposer? On va arriver à un consensus et on va prendre une décision qui va être partagée entre le patient et le médecin. On fait souvent une confusion
et souvent les médecins, entre la décision partagée et la décision du patient. Ce n'est en aucun cas une décision du patient qui serait bien en incapacité de prendre une décision puisqu'il n'a pas les données de la science, même si on l'informe. Donc il n'y a pas de responsabilité, c'est une décision partagée. Et on l'a vu, il y a beaucoup d'actes médicaux et chirurgicaux et il y a finalement peu d'attaques en justice. Quels effets sur les résultats? Alors là, on a un séminaire en reconstruction plastique en 2004 où Lior Heller et Michael J. Miller ont présenté des résultats qui disaient que les effets de la décision partagée plutôt avait des effets sur l'adhésion thérapeutique, que vous appelez observance. On aime moins le terme observance parce que c'est un terme un petit peu paternaliste, militaire, religieux. La motivation, est-ce que je vais... Oui, absolument, l'observance, c'est observer une prescription, monsieur. Et oui. Moi, je préfère adhérer à ce que vous me proposez plutôt qu'observer votre prescription. Voilà. Les choses changent, les choses évoluent, les patients évoluent. Ça change sur la motivation. Est-ce que je suis motivée? C'est 70% de femmes qui se font pas reconstruire. La perception des résultats, et votre perception n'est pas la même que la nôtre. Moi, mon médecin, il est ravi du résultat. Moi pas. Moi pas parce que je ne serai jamais ravie du résultat. Mais effectivement, je pense que j'ai partagé la décision avec ce médecin. J'ai pas partagé la décision il y a 18 ans. C'est difficile d'être ravi d'avoir un nouveau sein qui n'est dans tous les cas pas le sien. Donc la satisfaction de la patiente et la qualité de vie, c'est pas évident de vivre avec un nouveau sein. Moi je la sens, ma prothèse, et d'autant plus depuis le scandale des prothèses. Je peux vous dire que à gauche j'ai une allergan, à droite j'en ai une autre qui est interdite. Je me sens pas très bien, et puis en même temps je peux pas les enlever, j'ai pas envie de les enlever, et puis si je les enlève je suis pas remboursée par la sécurité sociale. Donc bon, voilà. Alors le préalable, on en a parlé, c'est le droit à une information complète pour un choix éclairé. Vous parliez de la loi, et la loi en 2018, sur la reconstruction mammaire, inclut dans la loi de santé 2020 qu'il faut une information complète pour un choix éclairé dans le cadre de la reconstruction particulièrement. Ce droit à l'information, c'est quoi une information complète? C'est l'option aussi de la non-reconstruction. C'est dire, vous pouvez avoir décidé de ne pas être reconstruite. Les délais de prise en charge, on a des délais insupportables de prise en charge. Dans un centre anticancéreux, c'est entre 1 an et 1 an et demi, 2 ans. Alors c'est beaucoup moins dans le privé. Et dans le privé, c'est plus cher. La possibilité de différer mon choix, peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, j'ai besoin de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour prendre ma décision. Les différentes techniques, y compris celles pratiquées par un autre chirurgien, vous ne pratiquez pas toutes les techniques. Il faut donner toutes les possibilités et éventuellement proposer la possibilité d'aller voir un confrère qui va donner une information sur sa technique. Les effets indésirables, évidemment, les résultats attendus. On n'attend pas les mêmes résultats d'une chirurgie autologue que d'une chirurgie par prothèse. Et puis le prix. Alors je vais revenir sur ce prix. En 2011, on l'a vu, l'Institut Curie disait qu'il y avait un peu plus de 10% des femmes qui ne recouraient pas à la reconstruction à cause du prix. La prise en charge par la sécurité sociale est indécente. C'est entre 200 et 250 euros pour une chirurgie par prothèse et entre 800 euros, 650 et 800 euros pour une chirurgie par DIEP. C'est indécent. On est d'accord, il n'y a aucune raison. Ce sont des chirurgies, vous avez fait des études, c'est important, c'est un geste important pour vous, pour le patient, et c'est indécent. En 2014, l'Observatoire de la Ligue fait état de 1 300 euros par chirurgie. Pour une reconstruction, il faut au moins, à minima, 2 chirurgies. Donc 2 700 euros, à minima, pour un remboursement de 400 euros. Mais en 2016, Madame Marisol Touraine a, sans que ça fasse de vague, introduit le contrat d'accès
aux soins. Le contrat d'accès aux soins qui permet aux médecins d'adhérer à ce contrat d'accès aux soins, qui les oblige à faire certains actes dans un secteur 1 ou 2. En chirurgie reconstructrice du sang, un seul chirurgien en France, à Saint-Étienne, a adhéré à ce contrat d'accès aux soins. Au-delà, si ce n'est pas le cas, les mutuelles ne remboursent plus comme elles remboursaient avant. Donc vous avez des femmes qui se retrouvent face à une chirurgie à minima qui coûte 1 300 € dans le privé et qui ne sera pas remboursée en totalité par sa mutuelle. Et puis le reste à charge. Là aujourd'hui j'ai un soutien-gorge compressif que vous ne voyez pas, qui m'a coûté 250 € et qui n'est pas remboursé. La crème pour la cicatrice, c'est 35 €, il faut que je l'utilise pendant 3-4 mois, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mon tatouage de l'aréole, c'est 600 €, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Quelle femme a la possibilité de dépenser 8 000, 10 000 € pour se refaire un sein? Et on parle d'une prise en charge à 100%. Alors la décision partagée nécessite des outils et je finirai là. Pour l'information, ce qu'on disait, c'est que ça prend du temps, mais il y a des outils et effectivement, la e-santé permet aux patients de consulter les choses chez elles. Donc ça demande 2 consultations, mais pas des consultations forcément plus longues. Il y a un très très beau livre qui a été écrit par un chirurgien qui s'appelle « J'ai un cancer du sein et après » et qui donne toutes les techniques avec des photos de résultats et qui est extraordinaire, alors qui malheureusement n'existe plus, enfin est en rupture de stock, mais qu'on peut éventuellement trouver dans des bibliothèques. Et puis il y a Guérir le regard, qui est un très très beau web documentaire qui a été fait par l'Institut Curie et qui est en ligne et qui permet aux patientes de voir tous les résultats, de voir des témoignages de patientes, des témoignages de chirurgiens et qui permet de faire son choix. Et puis il y a l'arbre décisionnel, vous utilisez des arbres décisionnels dans votre prise de décision. Ben, il y a des arbres décisionnels qui existent malheureusement pas en France et on espère que la Haute Autorité de Santé va en créer pour toutes les spécialités et qui vous permet avec la patiente de décider ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ce n'était pas un témoignage. Ah pardon, excusez-moi, chaque point a son importance. Absolument. Bon, j'ai bien aimé vos remarques sur les remboursements, parce que nous sommes très concernés, effectivement. Absolument. Est-ce que vous avez des questions? Des réflexions. Des commentaires. Je vous laisse sans voix. Oui, vous savez que c'est la première fois que je laisse sans voix autant de chirurgiens émérites devant moi. Hein. Moi, je vais lui dire un mot de félicitations parce qu'elle est tellement à l'aise et tellement sûre de ce qu'elle a dit. Tout ça est tout à fait remarquable. Et c'est très sympathique de votre part de nous avoir fait cette communication et vous êtes vraiment au fait du sujet. Merci. Je veux simplement ajouter que le coût pour la société est beaucoup plus cher dans un centre de cancérologie qu'en libéral. Ce qui reste aux patients, c'est ce qu'ils payent pour pouvoir avoir accès à un chirurgien libéral. Et que d'autre part, et une de mes amies proches a une expérience très triste d'un institut très connu, c'est que le chirurgien qui l'a vu, c'est pas celui qui l'a opéré, le jour a été changé, on l'a fait sortir avec un odome, elle est sortie avec une coque, elle a été réopérée 3 fois, et c'est pas forcément la seule panacée. Il y a d'excellents chirurgiens reconstructifs dans le libéral, mais ça coûte plus cher parce que le patient doit payer une partie, mais ça coûte moins cher pour la société. J'ai fait le choix du libéral et j'en suis absolument ravie parce que je voulais me faire opérer plus vite. Et effectivement, dans le cadre de la chirurgie en centre, vous ne choisissez pas votre chirurgien et effectivement, il peut changer. Comme quand vous accouchez, vous pouvez avoir le gynécologue de garde, la sage-femme de garde, etc. Et c'est pas normal parce que c'est un acte qui est extrêmement difficile et je suis très amie avec mon chirurgien. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et les attentes ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que cette décision partagée et cette communication est importante.
Et on ne l'a pas forcément dans un centre anticancéreux parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont pressurisés par l'hôpital. On a plus de temps dans le libéral. Mais tout le monde ne peut pas se le payer, malheureusement. Éventuellement. Oui, Gérard Pascal. S'il y a le temps. Non, c'était un petit peu pour revenir sur une petit désaccord sémantique qu'on a eu concernant l'observance. Parce qu'il y a plusieurs catégorisations de l'observance. Alors effectivement, il y a l'observance militaire, qui est en quelque sorte, je résume, la capacité d'obéir à des ordres, etc. Et puis il y a, je vais vous le lire, la définition de l'observance thérapeutique, qui est donnée par un collège de psychologues, de psychiatres, de médecins et de patients. Je vais me permettre de le lire. L'observance est l'adéquation entre le comportement du patient et le traitement proposé. Elle varie selon la pathologie, les contraintes du traitement, les facteurs psychosociaux, mais aussi selon la pertinence de la mise en place du suivi. Alors, merci Ceci peut-être pour vous réconcilier un petit peu avec le mot d'observance que vous n'avez pas l'air d'apprécier. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je suis ravie que des médecins et des patients aient choisi ça, mais l'Organisation mondiale de la santé a demandé à ce qu'on change le nom en 2004, je crois, et le CIS, le collectif interassociatif, a fait un grand colloque sur l'adhésion thérapeutique, l'observance en 2015, et a demandé aussi également qu'on change le nom. Donc l'OMS, je pense que, voilà. Cela dit, ça n'empêche qu'on change le mot, mais la définition est la même. Mais juste changer le mot. Les mots ont tous leur importance. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On aurait envie de vous poser d'autres questions, mais ça, malheureusement, le temps avance. Et puis, je pense que les témoignages des autres patients nous permettront de répondre. Absolument. Vas-y, on dit. Merci.